beaucoup, si ce n'est la majorité des entreprises, laissent de l'argent sur la table, elles le savent même pas. Il y a à peu près 85 à 90% des entreprises en France qui n'ont pas de fonction pricing dédiée. Ça montre l'importance qui est donnée au levier prix, alors que ce levier, c'est le plus impactant sur la profitabilité. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, il y a aussi la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le prix est trop souvent perçu comme une variable statique de la stratégie, alors que le prix, c'est une variable dynamique. Il doit être dynamique. C'est là où on perd de l'argent aussi. Alors, je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que j'avais quelques phrases choc. Et j'en avais effectivement sorti une il y a pas longtemps parce que un client qui me dit « mais moi j'ai besoin de justifier mes prix de vente ». Et je lui avais répondu « on ne justifie pas ses prix, on explique sa valeur ». On parle souvent d'acquisition, de communication, de réseaux sociaux, d'IA, de contenu. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à attirer des clients, on cherche à augmenter son trafic, à améliorer son taux de conversion. Et puis pendant ce temps-là, il y a un levier marketing qui est ultra fondamental, dont on a entendu parler depuis le début si on a fait des études de marketing, mais dont on ne se préoccupe pas beaucoup, à mon avis, c'est le prix. Pourtant, si on regarde, le prix, il fait partie bien sûr des fameux 4 piliers du marketing, les fameux 4 P. C'est même probablement le levier qui a le plus d'impact sur notre rentabilité. Malgré ça, beaucoup d'entre nous vont fixer le prix une fois, souvent c'est au début de l'activité, et puis après ça, on ne va plus y toucher. Pourquoi est-ce qu'on n'y touche plus? Souvent, c'est parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de perdre des clients. Oh là là, mon Dieu, si je touche le prix, mes clients vont partir. On a peur de demander trop aussi, ou alors pas assez. En gros, le prix, c'est un truc qui fait peur, donc on n'y touche pas. Alors, comment savoir si on a le bon prix, s'il faut changer ses tarifs, s'il faut les baisser, s'il faut les augmenter, s'il faut les tester, et surtout, est-ce que le prix, est-ce que c'est vraiment une question de chiffres? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Alexandre Devanne. Alexandre est spécialiste du pricing depuis plus de 20 ans. Il accompagne les entreprises à mieux utiliser le levier prix pour développer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Vous allez découvrir pourquoi il ne faut jamais chercher à justifier son prix, mais plutôt à expliquer sa valeur. Vous allez comprendre ce qui est réellement la valeur perçue, pourquoi votre prix devait être beaucoup plus dynamique que vous l'imaginez et comment votre communication influence directement ce que vos clients sont prêts à payer. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Alors chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute Alexandre, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de prix. C'est un sujet ultra important. Tu me le disais en off juste avant, toutes les entreprises ont intérêt à travailler leur prix. Bien sûr, le prix est un levier extrêmement important du marketing. Tu m'as contacté d'ailleurs il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, j'ai publié un épisode qui était en lien avec le prix. C'est l'épisode 338, je regarde mes notes. C'était l'épisode « Faut-il vraiment augmenter ses prix pour gagner plus ?» Et tu m'as dit « Mais Estelle, il faut absolument qu'on parle plus en détail de ce levier prix parce que c'est un levier marketing qui est sous-utilisé, qui est super important. » Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire justement qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, déjà merci de m'avoir invité Estelle sur ton podcast. Et pour me présenter, oui, moi je suis Alexandre Devanne, et j'ai 43 ans, marié, 3 enfants. Je vis dans le sud-est de la France, près d'Aix-en-Provence, depuis quelques années maintenant, une bien belle région. Et ça fait 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans que je gravite autour du sujet du prix. J'ai commencé ma carrière en tant que revenu manager il y a bien longtemps dans le tourisme, qui est un secteur que j'affectionne particulièrement. Et puis assez rapidement, je me suis spécialisé sur le levier prix, donc tout ce qui est création de valeur, comment on va réussir à optimiser un chiffre d'affaires grâce au levier prix, et pas seulement en augmentant ses prix, donc Estelle, il y a beaucoup d'autres sujets autour. Et au cours de ces 20 années, j'ai découvert quand même beaucoup de choses. Et la première, c'est que il y a très 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 peu d'entreprises qui s'intéressent réellement à leur prix de vente. Euh, je dirais, c'est un chiffre que je cite régulièrement, il y a à peu près 85 à 90% des entreprises en France qui n'ont pas de fonction pricing dédiée. Et c'est OK. Il n'y a pas besoin d'avoir un pricing manager dans toutes les structures.
Ça montre l'importance qui est donnée au levier prix, alors que ce levier, c'est le plus impactant sur la profitabilité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mathématique, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de sujets autour du prix, pour toutes les entreprises d'ailleurs, que ce soit des petits, des indépendants, aux grands groupes. On peut faire beaucoup de choses avec ce levier prix, et c'est ce que j'essaie de faire depuis maintenant un peu plus de 6 ans où je suis à mon compte. Génial. Et effectivement, quand on le dit comme ça, et tu me disais, il y a pas de ou peu d'entreprises qui ont un pricing manager. Alors, elles en ont pas toutes besoin, certes, mais c'est vrai, quand on y pense, le prix, c'est quand même un des 4 P, un des fondamentaux du marketing. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à positionner notre prix un jour. À un moment donné, on se dit: «Bon tiens, mon produit, mon service vaut tant», et puis on reste dessus. Finalement, bien souvent, on ne bouge pas tant que ça, sauf pour des promos, des soldes, des choses comme ça. Mais finalement, c'est un peu que sur la promotion qu'on vient travailler le prix. C'est souvent le premier levier qu'on vient travailler. Ce que tu me disais, c'est que beaucoup, si ce n'est la majorité des entreprises, laissent de l'argent sur la table. Elles le savent même pas. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Oui, elles le savent même pas parce que justement ce levier prix, elles l'ont jamais vraiment travaillé. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est super intéressant. Effectivement, ça fait partie des 4 P marketing. Le pricing, c'est un élément du mix marketing. Mais avec les autres, donc le produit, la stratégie d'offre, la stratégie de communication et la stratégie de distribution. Et pour les trois premiers, il y a toujours quelqu'un qui va faire le job dans une entreprise. Par contre, le prix, qui le fait? Et je disais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de pricing manager, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que il y a toujours quelqu'un qui décide du prix. Ça va être les sales, les commerciaux, ça va être le marketing, ça peut être des financiers, ça peut être le directeur général. Il y a toujours quelqu'un qui va décider du prix de vente. Mais cette personne, fondamentalement, elle n'est pas forcément formée, elle ne sait pas exactement quel levier elle va pouvoir activer pour optimiser son business grâce au prix. Et il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Tu disais encore une chose qui m'a marqué là à l'instant. Tu disais que pourquoi les entreprises laissent de l'argent sur la table et ne le savent même pas. C'est un peu ça, parce que tous les leviers pricing que moi je peux travailler avec mes clients, comme quelle va être l'élasticité, quelle est vraiment votre valeur, comment on va pouvoir mettre en avant la valeur plutôt que d'essayer de justifier un prix de vente, les leviers promotionnels, la verticalité du prix, tout ce qui est image prix, tout ça, elles ne savent même pas ce que c'est, parce que bien souvent il y a aussi un déficit de maturité, un déficit de connaissance sur ces sujets du pricing. Oui, c'est vrai que finalement, on en parle assez peu. Pourtant, c'est très étudié en marketing, d'un point de vue, documentation. Si on va chercher, il y a des études pour le coup, super concrètes dessus. Mais on en parle assez peu. Moi d'ailleurs, je pense que sur le podcast du marketing, j'ai dû en parler peut-être 2-3 fois, bizarrement. Donc on en parle relativement peu. En tout cas, mea culpa, je suis la première à pas en parler énormément. Alors que, c'est ce que je te disais, tout à l'heure, quand on discutait, alors que, en tout cas moi quand je rencontre, des créateurs d'entreprises, souvent je discute avec des créateurs d'entreprises, de différentes tailles d'entreprises d'ailleurs, mais souvent c'est le créateur d'entreprise qui à un moment donné a posé le prix ou a posé le positionnement prix d'ailleurs. C'est pas forcément que le prix, en numéraire, mais ça peut être le positionnement. Est-ce que je suis entrée de gamme, milieu de gamme, premium, et cetera? Et je leur demande: «Mais OK, mais pourquoi ce prix-là?» Et la plupart du temps, en fait, on se retrouve avec une espèce de point d'interrogation, parce que c'était comme ça. On a essayé ça, ça a marché, et finalement, on reste comme ça. Et quand je leur demande: «Est-ce que vous savez quel est le bon prix?» C'est extrêmement rare qu'on me dise: «Ah ben oui, je suis absolument tranquille avec mon prix, je sais que je suis au bon endroit». Je crois qu'on me l'a jamais dit. Qu'est-ce que C'est tu penses difficile de toi connaître de le bon ce prix. Ben voilà, c'est ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement flou et fluctuant. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à un prix? Ben, déjà, c'est quoi le bon prix? C'est la question que tu as posée. Moi, j'ai toujours la même réponse. Peut-être paraître un peu vague, mais c'est pourtant la vraie réponse. Le bon prix, c'est celui qui correspond à la valeur perçue par la clientèle. Maintenant, la grande question, c'est quoi la valeur perçue? Et là, ça s'étudie, ça se travaille. Il y a plein de techniques pour le faire. C'est ce que je fais avec mes clients, et ça fonctionne quand on s'y intéresse. Mais aujourd'hui, il y a encore une fois, ce déficit de connaissance du pricing de manière générale, qui fait que les entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des PME des PME ou des grands groupes, n'ont pas les connaissances pour connaître le bon prix. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, il y a aussi la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le prix est trop souvent perçu comme une variable statique de la stratégie, alors que le prix, c'est une variable dynamique. Il doit être dynamique.
C'est là où on Tu perd de veux l'argent dire aussi. par variable statique, c'est-à-dire qu'on se dit qu'une fois qu'on a posé le prix, il a plus le droit de Voilà. bouger, c'est gravé dans le marbre et ça s'arrête là, c'est ça? Il est là, c'est le prix qu'on a décidé, ou c'est un héritage, donc on le garde, on n'y touche pas trop. Et puis si on y touche, attention, qu'est-ce qu'ils vont penser les clients? Si on augmente notre prix, peut-être qu'on va perdre des clients. Enfin non, pas peut-être, on va perdre des clients. Tu vois, c'est un peu ça. Et j'ai accompagné, donc, allez, faut que je refasse le compte, mais pas loin de 200 entreprises, je pense, depuis que je suis à mon compte. Je fais beaucoup de formations pricing. Je donne des cours de pricing. Et à chaque fois que je parle à des entrepreneurs et que je leur dis le prix doit être une variable dynamique, vous devez la considérer comme telle. Souvent, j'ai des gens qui reculent dans leur chaise et qui sont, tu vois, limite, Bah oui, il y a mais bien sûr. des petites, de la sueur qui commence à perler sur l'enfant. C'est pas facile de toucher au prix. C'est quand même quelque chose qu'on expose à son client au même titre que son produit et son Mmh. service. Et du coup, on a un peu peur. On peut manquer de confiance à changer son prix de vente. Mais pourtant, c'est OK. Il n'y a pas de problème. On peut changer un prix de vente. Oui, Aucun qu'est-ce qui souci. nous empêche? Légalement, on peut changer, personne ne nous dit que, alors si, il faut quand même faire certaines, faire attention évidemment avec ces histoires de promotion, de soldes et cetera, de pas faire n'importe quoi, ça on est d'accord, hein, bien sûr, mais hormis ça, le prix est libre, on fait bien ce qu'on veut et c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Mais attends, si je change le prix et que je reviens en arrière», par exemple, moi c'est surtout ça que je me dis. Changer le prix à la rigueur, bon, pourquoi pas, après tout, je suis libre de faire ce que je veux. Mais si je me trompe, je me dis que j'ai pas le droit, je me dis que si je change de prix, j'ai pas le droit de me tromper, que mon client ne va pas comprendre que je revienne en arrière. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, quand je change de prix, il faut que je sois sûre de mon coût? Ou est-ce que, finalement, le client ne voit pas tant que ça les changements de prix? Non, dans 95% des cas, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Je dis pas que c'est universel, cette règle. J'ai aucun exemple, malheureusement, de toute mon expérience à te citer, mais il y a forcément des cas de figure où effectivement c'est extrêmement sensible. Quand une clientèle est très très régulière, quand l'achat lui-même est récurrent, donc on serait plus sur des produits de grande consommation. Quand la visibilité du prix sur le marché chez tous les concurrents est instantanée, donc typiquement sur du e-commerce. Là, on peut devoir faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le bouger, mais il peut y avoir nécessité à communiquer autour d'un changement de prix, accompagner le changement de prix. Mais dans la grande majorité des cas, ça va passer inaperçu. Ouais, donc on peut tester des choses. Ce que tu es en train de dire, c'est que là où le prix, est souvent effectivement tu disais un élément statique, on le pose une fois puis on le laisse là et on a peur d'y toucher. Ce que j'entends en creux dans ce que tu me dis, c'est en fait pas du tout, c'est un élément, qu'il faut bouger, qu'il faut tester et qu'il faut se donner le droit d'aller tester des prix, c'est ça? Bien sûr, c'est ce que je conseille souvent. C'est d'ailleurs la seule manière de savoir si c'est le bon prix. Et là, alors, je suis consultant pricing, ça fait 20 ans que je fais du pricing, j'ai une certaine expérience dans le domaine, et pourtant, j'ai dit toujours à tous mes clients, si vous pensez que je vais vous dire c'est quoi le bon prix de vente, vous vous trompez parce que moi je le connais pas. Le prix, c'est le marché qui le décide au final. Donc oui, il faut aller tester pour savoir si ça fonctionne. On peut avoir beaucoup plus de latitude à faire ce genre de tests. On appelle ça des tests d'élasticité prix sur quand on vend des produits en ligne et qu'on a un peu de trafic sur son site internet et des datas qui permettent de lire des choses. Ça, c'est facile. Mais en vrai, même quand on vend en B2B, même quand on est un petit entrepreneur, un prestataire de service ou qu'on vient de lancer une boutique dans un petit quartier, on peut faire des tests de prix et on peut essayer de lire quelque chose, savoir si réellement ça a changé quelque chose sur la conversion. On peut toujours mettre en place un protocole pour faire ça. Ma question, tu vois, là, qui me vient, c'est d'accord, mais comment je fais, moi, pour faire un test de prix? Parce que ce que j'ai un peu tendance à me dire, c'est, bon, mettons, je vends une offre à 100. Et puis je me dis: «Mince, peut-être qu'en fait, je pourrais, ma valeur perçue finalement, elle est peut-être plus importante que ce que je veux bien croire. Peut-être que je pourrais vendre, 150 et donc je vais monter mon prix à 150. Sauf que, tout ce que je fais dans mon quotidien, mes prises de parole, ma communication globale, dans mes actions marketing ou pas d'ailleurs, enfin voulues ou pas, c'est jamais exactement la même chose. Donc je vais pas pouvoir comparer de façon absolue, ce qui s'est passé quand je vendais à 100 de ce qui se passe quand je vends à 150. Comment je fais pour pouvoir tester le prix et est-ce que j'ai un moyen d'être sûre que, si ça vend moins à 150, c'est que c'est pas le bon prix ou alors est-ce que c'est peut-être le contexte qui a changé à ce moment-là? Comment je fais pour me dépatouiller entre le contexte, mes actions et l'impact du test de prix? Alors, si t'as pas de data en volume et fiable, tu pourras pas vraiment le savoir.
C'est pour ça qu'on met en place deux autres choses. D'accord. La première, c'est effectivement, tu essayes des price points différents et tu vois ce que ça donne. La deuxième, c'est la verticalité. Tu segmentes ton offre. Parce que si tu as un price point à 100 et que c'est le seul que tu as, tu vas voir, ça parfois ça marche, tu as peut-être 80% de conversion en B2B et c'est parfait. Tu te dis, tiens, j'aimerais bien tester 150. Deux choses. 150, tu peux le tester et avec une offre qui vaut 150. Et le 100, tu le gardes. Donc, tu as segmenté ton offre et donc tu as segmenté ton prix. Et cette verticalité du prix, comme je l'appelle, elle permet d'adresser plus de clients. Parce que le client qui achète à 150, c'est pas le client qui achète à 100. Donc, rien qu'en segmentant ton offre, tu as segmenté ton prix et tu as adressé plus de consommateurs. D'accord? Ouais, vas-y, Oui, vas-y, continue. ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'offre à 150, tu avais ton offre à 100 et tu en veux une à 150 maintenant. Comment tu fais pour la vendre? Comment tu la valorises? Et là, il y a tout ce travail justement en amont, on appelle l'image prix. Et moi, j'accompagne beaucoup de clients là-dessus. Quelles sont les réelles choses qui valorisent ton offre par rapport à ce que tu es, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ton marché aussi, par rapport à tes concurrents? Qu'est-ce qui te valorise? Et quand on a identifié ces attributs de valorisation, eh bien, on les met en avant. Donc, là, on n'impacte plus la stratégie d'offre, hein, le premier P des 4 P dont tu parlais tout à l'heure, mais le deuxième, la stratégie de communication. Tu travailles ta communication pour valoriser mieux ton offre et donc changer la perception prix par rapport à ton 150. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de se dire, en fait, tu t'es pas obligé de d'augmenter finalement ton prix. C'est pas tant augmenter le prix de l'offre à 100, c'est proposer une offre qui a une valeur, au moins une valeur perçue qui est plus importante. Donc ça, je trouve que effectivement, c'est intéressant parce que tu viens rajouter potentiellement des clients et pas, détruire ta clientèle, Et actuelle. Ça sous-entend que tu as déjà bien travaillé ta valeur perçue avec ton offre à 100. C'est-à-dire que ton offre à 100 est bien positionnée par rapport à sa valeur perçue. ouais, bien C'est sûr, ça la première chose à faire finalement. ça commencerait par savoir si le 100 euros, il est en sous-valorisation ou en survalorisation. Dans les deux cas, c'est pas bon. C'est toujours ce que je dis. L'idée, hein, le bon prix, c'est celui qui est équivalent à la valeur perçue. Si c'est sous-valorisé, c'est pas bon. Si c'est survalorisé, c'est pas bon non plus. Donc, ce 100, il faut savoir effectivement s'il correspond déjà à la valeur perçue par la clientèle cible, celle qui est visée. Et comment est-ce que je fais pour savoir si ça correspond à Ah, la valeur perçue? C'est ça la question à 10 000. mais oui, la question à 10 000. Ça, bon, j'ai pas de baguette magique et j'ai pas une formule à te donner, évidemment. J'aimerais de pas te dire tout le temps ça dépend, mais la vérité c'est que ça dépend. Ça dépend de l'activité, ça dépend du marché, ça dépend du niveau de concurrence, ça dépend de plein de choses. Mais au cas par cas, il y a toujours manière à trouver comment faire. Je peux te citer deux exemples si tu veux pour l'illustrer. Un accompagnement que j'ai fait très récemment, c'était la semaine dernière, lundi dernier. Pour une petite structure, on est plutôt sur une TPE qui propose des bilans de compétences, mais à destination d'une cible de clientèle très spécifique. D'accord? Je citerai pas parce que je sais pas si elle veut que je la Souci. cite. Et l'idée donc c'était, ok, bilan de compétences c'est quelque chose de très encadré, les niveaux de prix sont assez encadrés également, mais par contre cette cliente elle se différencie énormément du reste du marché par la valeur qu'elle apporte. Sa valeur c'est elle, son expérience, son histoire derrière. Il y a tout un storytelling qui fait qu'elle est extrêmement légitime à adresser cette cible de clientèle. Il y a le niveau de service qu'elle apporte à côté, qui est beaucoup plus élevé que le reste du marché. Et en 3, tu as également le suivi. Donc, c'est pas seulement le bilan de compétences, c'est l'accompagnement qui est derrière. Et tout ça, c'était donc vendu au prix du marché. Donc, absolument sous-valorisé. D'accord? Et j'ai pas besoin de te convaincre. Juste en te Oui, ça disant ça paraît en une évident une minute, fois que tu le dis. tu comprends que c'est sous-valorisé. Absolument. Donc, on a retravaillé son offre. Et il y a effectivement un prix d'appel, un prix qui est au niveau du marché, mais qui doit correspondre à une offre qui est celle du marché également. Et tout ce qui est de l'ordre du service additionnel, ça doit être valorisé dans des offres un peu plus, un peu plus chères. C'était ton 100 et ton 150 de tout à l'heure. Et donc en fait, il faut avoir, pardon, je te coupe, mais il faut avoir une espèce d'objectivité sur soi-même, sur son offre et versus le marché, et se dire bon ben l'ensemble du marché, on mappe le marché, ça on sait faire, hein, on mappe le marché, ses concurrents, etc., les différents prix, et réussir à objectivement se positionner dans son offre, dans la perception de l'offre, dans la crédibilité, tu disais, qu'on peut avoir, qui vient évidemment jouer, dans l'image de marque, dans tous ces éléments annexes et
des éléments ultra concrets comme le suivi que tu vas apporter, les offres additionnelles peut-être que tu as à côté, etc. Et tout ça, tu vas pouvoir cumuler tous ces éléments-là et c'est ça qui va te permettre de te positionner de façon entre guillemets objective en termes de prix. C'est un peu ça. On peut le résumer comme ça. Tu as raison, Estelle. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de demander un regard extérieur sur ça. Surtout quand on est, j'accompagne beaucoup de freelance, d'entrepreneurs, de reprises d'entreprises. Quand on a ce regard plongé dans le quotidien, on a du mal à se rendre compte réellement de la valeur qu'on apporte. Quand on décortique un petit peu, ça devient assez rapidement limpide, pour être honnête. Ouais, donc c'est pas quelque chose de parce que moi ça me paraît extrêmement difficile. Je vais être honnête avec toi. À chaque fois, j'ai tendance à me dire oui, mais enfin théoriquement, OK, on comprend bien la valeur perçue, mais sauf que d'être ça l'est peut-être encore plus quand on est solopreneur, créateur d'entreprise et que on a une espèce de d'affect sur le service, sur le produit qui est proposé. Quand on pose le prix, on parle de soi. C'est souvent, enfin moi je sais que mes clients, bien souvent, c'est vraiment un sujet qui est pas si simple que ça. Toi, ce que tu dis, c'est ça semble complexe, mais si on décortique les choses élément par élément, finalement, ça devient assez limpide et peut-être ça peut être intéressant de se faire aider par quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise pour avoir cette objectivité. Oui, c'est exactement ça. C'est une méthodologie qui est finalement pas très très complexe, hein, de décortiquer son offre et essayer de la comparer un peu à ce qui se fait. Et ça marche, hein, ça marche à tous les coups. Et si vraiment on est mal, j'ai même une autre méthode, pour le coup que j'ai développée, qui s'appelle la méthode des diagrammes. Pareil que j'ai fait faire pas mal de fois et que j'explique en cours de pricing, notamment en école de commerce, où on essaie de poser sur un diagramme, donc deux axes, on essaie de poser par rapport à deux critères qui sont pertinents pour son secteur d'activité. On pose son logo en se disant, bah voilà, si par exemple le critère vertical c'est la qualité et horizontalement c'est les services. Au niveau qualitativement, moi je suis au top du top, donc je me mets tout en haut. Et niveau de service, je suis à mi-chemin, donc je mets en haut et à peu près au milieu. Et puis là, on va essayer de poser ses concurrents aussi, d'accord, en termes de qualité, en termes de service. Sur ces deux mêmes critères, on met les logos, voilà, des concurrents, de ce qu'on estime qu'ils sont capables de délivrer. Et visuellement, tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît. On se rend compte du positionnement de notre marque par rapport à notre marché. Et j'espère que tu vas me croire, mais je peux pas te le prouver. 100% du temps, 100% du temps, ça décrit le positionnement prix cible. Je m'explique. Si tu es, je vais essayer de le dire de façon à ce que ce soit visuel. Imaginez un carré, un rectangle plutôt, et vous avez votre logo qui est positionné dans l'angle supérieur à droite. Et vous avez l'un de vos concurrents qui est un petit peu plus bas et un petit peu plus à gauche que vous. C'est comme ça que vous l'avez positionné par rapport aux deux critères qui sont pertinents dans votre secteur d'activité. Eh ben, ce positionnement marque que vous venez de déterminer, il correspond à la valeur perçue du prix pour votre clientèle cible. Si vous êtes plus en haut, plus à droite, alors vous avez la valeur perçue sera plus élevée et votre positionnement prix doit être plus élevé. Et ça, vraiment, ça marche à tous les coups. Après, il faut bien pouvoir faire ces diagrammes, il faut bien prendre les bons critères. Il faut jamais utiliser le prix comme un critère, parce que le but c'est de déterminer un positionnement clé. Et ça, c'est ce que j'essaye d'enseigner. Et ça marche vraiment. Et je pense là où c'est complexe, effectivement, c'est dans le choix des critères et dans la perception des critères. Je suis en train de réfléchir à mon propre marché. Je vais avoir des concurrents qui ont un service qui est ultra élevé, mais qui ne le communiquent pas forcément pour plein de raisons. Soit parce ils savent pas bien communiquer, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'appuyer dessus, mais leur service est plus élevé que d'autres. Et d'autres qui vont avoir un service peut-être un peu moins élevé, mais en revanche, ils vont communiquer le fait qu'ils ont un super service et ils vont être crus. Qu'est-ce que tu positionnes là? Tu prends comme élément la perception, enfin ce que les prospects avant d'acheter pensent du service. Et là, tu aurais celui qui communique peu mais qui a un super bon service, peut-être il est vu comme moins pertinent d'un point de vue service, et l'autre concurrent mieux positionné. Ou ce qui se passe après, une fois que les clients ont utilisé le service. C'est hyper intéressant que tu dises ça parce que tu t'introduis un sujet fondamental qui est la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle. Ce qui est important en pricing, c'est la valeur perçue, moins la valeur réelle. La valeur réelle, voilà, tu vas acheter, j'en sais rien, un café chez Starbucks. Tu vois le prix,
Tu te dis que c'est un peu élevé, mais c'est Starbucks, donc ça communique une certaine valeur et tu le prends. D'accord. Ta valeur perçue par rapport au prix, ça matchait, t'as acheté. La valeur réelle, tu la connais que quand t'as bu le café. Est-ce que réellement, il valait ce prix-là? C'est que quand t'as consommé le produit que tu connais la valeur réelle. Donc c'est après l'achat. La valeur perçue, c'est avant l'achat. Et là, ce que tu décris, c'est ça. Tu m'as opposé donc à quelqu'un qui avait potentiellement plein d'attributs de valorisation, mais qui ne les mettait pas en avant. Donc, il est forcément en sous-valorisation de ce qu'il propose. Mauvaise image-prix. Et une autre personne qui n'avait pas forcément beaucoup d'attributs de valorisation, mais qui les mettait très bien en avant. Là, c'est une bonne image-prix, potentiellement peut-être un peu de survalorisation, mais à voir. Mais dans tous les cas, je préfère le deuxième cas. Parce que là, au moins, le travail, il a été fait. Oui, parce que là, en fait, on vient travailler avec cette vision du prix, on vient travailler d'abord le nouvel entrant, c'est-à-dire le prospect. Parce que tant qu'il n'aura pas essayé notre produit, tant qu'il sera pas devenu client, de toute façon, on ne pourra pas travailler la fidélisation. Et comment est-ce qu'on fait? On se dit que la fidélisation, c'est un élément qui vient dans un second temps. Comment est-ce que tu vois les choses? Oh, oui, je te dirais même que on est presque plus dans le cadre du pricing. D'accord? C'est comme la promotion. Pour moi, on se relève plus de la stratégie commerciale que de la stratégie de prix. La stratégie de prix et de valeur, ça vient en amont. Quand on parle de fidélisation, il faut déjà aller le chercher, le client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le convertir, le client. Après, il faut que la valeur réelle soit très bonne. Et puis, il y a des mécanismes de fidélisation. On peut en parler si tu veux, mais c'est moins le sujet, c'est moins un sujet pricing, Et c'est plus très clairement. c'est ça, c'est une fois que le client a fait le pas de l'achat, finalement, le prix n'est plus le sujet parce qu'il a accepté, lui, dans son esprit, il a accepté le prix de toute façon. Donc le prix n'est plus le sujet et la fidélisation, elle ne vient plus ou rarement sur le prix, elle va venir sur d'autres éléments, d'autres attributs. Donc finalement, le prix, on a vraiment intérêt à le travailler sur le prospect. Et donc, et ça, je trouve que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est l'élément qui me marque dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, il y a un lien qui est fondamental entre le prix et la communication. C'est que on peut avoir un super service, des super produits, des machins, etc. Si on ne communique pas la valeur prix, en fait, il faut vraiment travailler son prix et la communication du prix à équivalence pour pouvoir avoir un message qui est cohérent, c'est ça? Voilà, j'aurais pas pu le dire mieux. J'avais, alors, je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que j'avais quelques phrases choc et j'en avais effectivement sorti une il y a pas longtemps parce que un client qui me dit mais moi j'ai besoin de justifier mes prix de vente et je lui avais répondu on ne justifie pas ses prix, on explique sa valeur. Ouais. Ça, Ouais, ça oui, c'est résume peut-être exactement un peu ce ça. que tu viens de dire. C'est exactement On, ça. on ne Ouais, ouais. justifie jamais un prix de vente. Et d'ailleurs, enfin, le wording est hyper important quand quand tu fais toute ta stratégie et que tu la déroules. Justifier, t'es déjà sur une posture défensive. Quand tu expliques, en revanche, là, t'es proactif. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On détermine les attributs de valorisation, on les met en application donc dans sa stratégie de communication et on change ainsi la valeur perçue de son offre ou de ses produits. Super. Parfait. Écoute, super clair et je trouve que ça permet aussi de se libérer un petit peu de ce côté, «Oh mon Dieu, choisir un prix, c'est tellement engageant, c'est tellement complexe» et cetera. Finalement, c'est presque plus un travail de communication ou en tout cas au moins autant un travail de communication qu'un travail de construction, de prix. Donc je trouve que c'est peut-être plus facile aussi de s'en détacher en se disant: «Bah, si j'ai bien travaillé ma communication, si j'ai bien développé mes attributs prix et tout ce que je sais faire et pourquoi est-ce que je suis différent, peut-être de l'offre d'à côté et ben ça va me permettre de proposer un prix le prix que j'ai choisi et le prix qui a priori, convient, et répond au marché». Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit, en 1 minute. Ça va pas être simple, mais Ok. en gros, ce que tu nous dis, c'est que l'élément qui est à travailler, l'élément central en fait dans ce raisonnement-là, c'est la valeur perçue. Ce qu'on va venir essayer de comprendre, c'est quelle est la valeur perçue de notre produit, de notre service, parce que c'est de là que va se construire le prix. Tu nous disais que on va aller regarder de façon assez objective ou en tout cas la plus objective possible notre concurrence avec un système de tableau à double entrée avec 2 axes et on va pouvoir aller positionner comme ça, selon les 2 critères peut-être principaux qu'on va avoir choisis sur notre marché, on va pouvoir positionner l'ensemble de nos concurrents et nous positionner nous-mêmes. Bien évidemment, si on est en haut à droite, on va être plus cher. Si on est en bas à gauche, on va être a priori moins cher. L'élément important ici, c'est la valeur
perçue. Qu'est-ce que ça veut dire valeur perçue? Ça veut dire que, tu nous le disais, il y a une différence entre valeur perçue et valeur réelle. La valeur perçue, c'est ce que pensent les clients avant d'avoir acheté le produit. Et c'est ça, je C'est trouve, ça. qui est l'élément important. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils pensent quelque chose avant d'avoir acheté? C'est les éléments de communication, c'est les éléments de réassurance, c'est les éléments de crédibilité. Donc, c'est tous les éléments globaux de la communication, de votre activité marketing communication qui vont venir créer en partie, parce qu'il y a aussi une histoire de réputation, et la réputation, vous ne pouvez que en partie la maîtriser. On ne maîtrise jamais totalement sa réputation, mais tous ces éléments-là viennent poser cet élément prix. Et ce que tu nous disais, et moi je trouve que c'est vraiment un point important, c'est que la construction du prix se fait sur la valeur perçue, donc la construction de prix se fait pour le prospect, non pas pour fidéliser. Et finalement, un client qui a déjà acheté, de fait, puisqu'il est client, il va rarement revenir sur le prix. S'il a accepté le prix une fois, c'est que le prix lui convient. Pour le fidéliser, il va falloir lui proposer des éléments de fidélisation qui sont autres que le prix, mais en tout cas, on va pas avoir besoin de revenir sur le prix. Donc, le prix, c'est un travail d'acquisition, c'est pas un travail de fidélisation. Et ça, je trouve que c'est un élément vraiment, vraiment important à avoir en tête parce que ça change quand même un certain nombre de choses, notamment je pense notamment aux solopreneurs, aux indépendants qui parfois se disent oui, mais en fait, qui je suis moi pour proposer ce prix-là? On a souvent ce raisonnement-là qui vient. Puisqu'on parle d'acquisition, finalement, c'est pas du tout la question. On n'est pas du tout en train de regarder le résultat du travail, même si bien sûr que on est d'accord, le Quand résultat on du vend une travail a valeur, il son faut quand importance. même, voilà, il faut Exactement, quand même que la valeur réelle derrière soit équivalente à la valeur perçue. soit Mais cohérente, mais bien sûr. ça, c'est encore un autre sujet, évidemment. Ouais. OK, super. Ce que tu nous disais aussi, c'est qu'on a le droit de tester. On n'est pas Bien statique sûr. sur le prix. Rien n'est gravé dans le marbre. Sauf marché vraiment spécifique où tous les prix se voient et on vient comparer les prix en permanence, bien sûr. Mais dans ces cas-là, on a beaucoup, beaucoup de data et ça nous permet de tester différemment. Mais en fait, dans la majorité des cas, si vous changez vos prix, si vous revenez en arrière, si vous rechangez encore, ben, les gens s'en rendent pas compte parce que tout simplement, quand ils regardent vos prix, ils regardent vos prix à un instant mais pas avant, il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 mois et dans 2 mois. Donc on peut un petit peu choisir le prix qu'on veut, revenir en arrière, changer. Ça va nous permettre de tester et de suivre les éléments. Ce que tu nous dis, c'est que l'élément le plus important, c'est de définir nos attributs de valorisation, de savoir les travailler correctement pour pouvoir positionner notre prix. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous dis et ce que je trouve vraiment l'élément sur lequel moi je vais m'attacher, en tout cas personnellement, sur mon travail de prix, c'est vraiment le fait que le prix va de pair avec la communication et que c'est les mots qu'on va utiliser qui vont permettre de positionner le prix et vice-versa. Et que finalement, c'est ça qui est intéressant à aller construire et à aller décortiquer. Oui, c'est bien résumé, Estelle, merci. Le prix, comme je dis souvent, c'est un élément très transverse de la stratégie d'une entreprise. En toute stratégie, il y a 4 blocs, on l'a dit et redit, l'offre, la communication, la distribution et le prix. Le prix doit soutenir le reste. C'est pour ça que, et ça peut paraître un peu bizarre, mais je peux faire des rendez-vous, hein, et avec des solopreneurs comme des PME, comme des grands groupes, où on parle pas de prix. Mais oui, On n'en parle pas, vraiment. Parce que le sujet, et je l'identifie assez rapidement généralement, c'est même pas le prix. C'est pas le prix de sujet. Ça va être la valeur, ça va être votre communication, la communication de vos attributs de valorisation, ou ça va être la qualité de la data pour un groupe. J'ai eu ça très récemment. Mais c'est pas le prix. Vous avez pas de problème de pricing. Pour l'instant, en finalement. tout cas. Ouais. Finalement, le prix, effectivement, comme tu dis, comme il vient supporter l'ensemble des éléments, le prix, ça ne va être qu'un miroir de tout le travail qu'on va faire tout autour. Oui, et puis c'est souvent un bouc émissaire, le prix. Mmh. J'ai vu ça aussi. On vend pas parce qu'on est trop cher. Ok. Si ça vient de la bouche d'un commercial, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est qu'il y a une problématique vraiment de formation, et de communication in fine de la valeur au client final. Et si ça vient de la bouche d'un dirigeant, c'est encore pire. C'est qu'il faut revoir la stratégie. Et une chose que j'ai pas encore dit, et j'aimerais juste sensibiliser sur ce point, c'est que le pricing, c'est l'affaire de tout le monde. Je voudrais, si tu veux bien, citer une anecdote très récente où le responsable pricing d'une grande enseigne, hein, je vais pas donner le secteur d'activité ni le nom, mais du retail, 70 magasins en France, donc plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires,
Cette personne me contacte et a besoin d'une formation, a besoin de grandir un petit peu sur tous les sujets, les leviers pricing et ce qu'il pourrait faire de mieux pour optimiser ses résultats. Et finalement, la formation n'a jamais vu le jour parce que le service RH a dit que il n'allait pas investir pour former une seule personne. Et je leur ai rétorqué sans trop insister parce que au bout d'un moment, je parle beaucoup pour essayer d'évangéliser le marché, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Je leur ai dit, mais ne venez pas qu'avec le responsable pricing à cette formation. Donnez-moi les commerciaux, donnez-moi les directeurs de magasin, donnez-moi votre directeur général, votre marketing, votre service achat. Et je les veux tous autour de la table parce que la réflexion sur la stratégie de prix, elle doit être menée par l'entreprise. Après, s'il y a une personne opérationnelle qui a cette casquette responsable prix et qui va mener à bien la stratégie, ça c'est super, mais c'est certainement pas la seule personne qu'il faut former à la stratégie de prix. C'est assez vrai ça, j'ai envie de te dire, sur quasiment tous les sujets marketing. Très souvent, on me dit ça, on me dit: «Oui, mais il y a qu'une personne qui, travaille, je sais pas, la newsletter, le machin, le truc». Sauf que bien souvent le marketing, tous les sujets qui ont trait au marketing, comme c'est des éléments supports, de fait, ils viennent toucher au travail de quasiment tout le monde dans l'entreprise. Donc je suis complètement mais en phase avec toi, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher les différentes parties prenantes, mettre tout le monde autour de la table et venir travailler les éléments. Si on n'a pas le soutien, des éléments ou si on n'a pas les informations de toutes les personnes qui vont, avoir un impact sur l'élément qu'on travaille, finalement ça sert à rien et c'est jamais qu'une personne dans sa tour d'ivoire, c'est ce qu'on reproche souvent en marketing, une personne dans sa tour d'ivoire qui imagine des choses et ça fonctionne pas. Et ça a été un défi pendant toute ma carrière, ça, de capter l'attention des décideurs, essayer de leur faire prendre conscience que le prix, c'était beaucoup plus important que ce qu'ils pouvaient imaginer et qu'on pouvait faire beaucoup plus surtout. Euh, Avec succès, parfois ça a été un peu plus compliqué, mais c'est le challenge, hein. C'est vraiment d'avoir l'attention finalement des décideurs et j'espère qu'on va, grâce à ce podcast aussi, évangéliser un peu le marché parce que on disait le prix, c'est le levier le plus impactant sur la profitabilité d'une entreprise et ça, c'est facilement démontrable, hein, c'est mathématique et pourtant, c'est celui qui est le plus sous-estimé. C'est fou. Donc on a de quoi faire sur le prix pour toutes nos réflexions, peut-être pendant l'été. C'est souvent le bon moment, moi je trouve l'été pour Ouais. justement un petit peu poser des choses, de pas être dans l'urgence et poser des choses. Donc peut-être posez-vous cet été sur votre stratégie prix et de voir si vous avez testé différents prix, si vous connaissez votre valeur perçue, si votre valeur perçue est en phase avec votre prix. Tous ces éléments-là qui peuvent être extrêmement intéressants et comme tu le disais, le prix c'est le levier le plus profitable. Il suffit de modifier le prix pour modifier sa profitabilité. Si vous ne Ouais, l'avez ou pas pas. testé, ou pas d'ailleurs, Ou effectivement. ou ne pas changer le prix, mais changer sa communication potentiellement peut Ouais, amener plus de conversions. ouais, ouais, Et tout à toute fait. entreprise a un prix, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur d'activité, il y a toujours un prix de vente, donc il y a toujours quelque chose à faire sur le levier prix. Formidable. Écoute, j'adore l'idée de pouvoir, modifier la rentabilité en touchant ou non le prix, mais en travaillant le prix quoi qu'il arrive. Alexandre, si on a des questions, si on veut aller plus loin, si on veut peut-être travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Alors, merci de poser la question. Le plus simple, c'est mon profil LinkedIn, tout simplement. Alexandre Devanne. Je suis assez actif et j'essaie de communiquer beaucoup sur les sujets pricing, justement, pour voilà, infuser cette prise de conscience euh, au sein des entreprises. Mais avec grand plaisir, si vous voulez m'écrire sur LinkedIn directement. Génial. Je mettrai bien sûr le lien de ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci infiniment, Alexandre. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup, Estelle. Un immense merci Alexandre d'avoir partagé avec nous ta vision du prix et tes conseils pour trouver le bon prix, comprendre comment positionner son prix. C'est vraiment, moi je la donne la question à 10 000 parce qu'on se pose tous cette question-là et bien souvent on n'ose pas y toucher. Donc je trouve que c'est vraiment ultra intéressant de se poser la question, de se poser 2 minutes sur son entreprise, de regarder quel est notre prix, quelle est notre valeur perçue, quelle est notre valeur réelle et comment on se positionne par rapport à notre concurrence pour pouvoir travailler son prix. Tu le disais, Alexandre, le prix, c'est véritablement l'élément qui nous permet de toucher à la rentabilité de façon la plus simple et la plus immédiate. Et bizarrement, c'est l'un des éléments qu'on travaille le moins. Donc, posons-nous quelques instants
pour regarder notre stratégie prix et avoir une véritable stratégie prix. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. La newsletter du podcast du marketing s'appelle Une chose à faire. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Une chose à faire ? Parce que je ne vous propose qu'une seule chose à faire chaque semaine, une chose à faire dans votre activité marketing et qui peut changer la donne. On ne parle pas de théorie ultra longue, de newsletter qui va prendre 1 heure à lire, pas du tout. C'est quelques lignes, une seule chose, mais qui peut changer les choses. Pour rejoindre la newsletter, c'est très simple. Vous cliquez dans les notes de cet épisode ou alors vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.